C'est bon. Donc Victor et moi-même allons vous présenter la biographie de Jacques Chevalier. Nous avons commencé à nous intéresser à notre arrière-grand-père il y a 5 ans. Cet intérêt est né, si je puis dire, d'un désir mutuel de partir à la découverte d'un penseur qui a su incarner sa philosophie dans le réel. Donc pour ce faire, nous avons contacté les amis de la forêt de Troncet, qui nous ont donc apporté beaucoup de documents et d'informations sur Jacques Chevalier. Ensuite, notre grand-mère Hélène Gosset, que je n'ai pu apercevoir, qui n'est pas encore arrivée, nous a raconté aussi beaucoup de ses souvenirs donc sur son père, et aussi nous avons pu discuter avec nombreux de ses anciens élèves ou amis de Jacques Chevalier. Et maintenant, nous allons nous présenter une biographie de Jacques Chevalier ici en photo. Donc Jacques Chevalier est né le 13 mars 1882 au sud de la forêt de Troncet, dans le Bourbonnais. Il est l'avant-dernier d'une fratrie de 4, fils de Magdeleine Vacher et du général Georges Chevalier, qui fut directeur du génie, comme l'a dit Antoine Prost, du ministère de la Guerre de 1910 à 1917. Jacques Chevalier fait ses premières classes au petit lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, puis il étudie au collège municipal de Châlons-sur-Marne, Châlons-en-Champagne, de la 4e à la 2e. C'est dans ce lycée qu'il termine premier au concours général de version latine. Il passe son baccalauréat de philosophie au lycée Hoche de Versailles, mais ayant été jugé trop jeune pour entrer directement en classe préparatoire, il suit une année de propédeutique dans ce même lycée. Donc il entre en Cagne ensuite au lycée Henri IV à l'âge de 18 ans. Il a alors comme condisciples Jérôme Carcopino, Henri Faucillon, Émile Clermont ainsi que Robert Hertz et son très fidèle ami Joseph Malègue. À 19 ans, il est reçu à l'École normale supérieure à Paris, année où Bergson, son futur maître, est nommé au Collège de France. C'est aussi en ce début du XXe siècle qu'il rencontre le père Pouget, prêtre lazariste qui fut suspendu d'enseignement à cause de son étude scientifique de la Bible. La première rencontre a lieu à la maison mère des Lazaristes au 95 rue de Sèvres, grâce à son ami d'enfance Antoine Séva, originaire d'Ille-et-Bardé dans la forêt de Troncet. Et donc ensemble, le père Pouget et Jacques Chevalier étudieront l'écriture sainte ainsi que la théologie positive. Jacques Chevalier le fera connaître à de nombreux collègues et amis, dont Emmanuel Mounier, Jean Guiton et beaucoup d'autres. À l'âge de 19 ans, Jacques Chevalier commence à suivre les cours de Bergson au Collège de France, puis il le rencontre pour la première fois, chez lui en 1903, pour le bal de bienfaisance de l'École normale supérieure. À l'ENS, l'École normale supérieure, Jacques Chevalier a pour condisciples donc Paul Hazard, notamment Maurice Legendre, futur directeur de la Casa Velasquez, et Pierre-Maurice Masson. Il passe son mémoire de l'ENS sur la notion du nécessaire chez Aristote et chez ses prédécesseurs, particulièrement chez Platon. Simultanément, à l'âge de 21 ans, il est reçu, second à l'agrégation de philosophie, sur un mémoire de Lachelier sur l'infini, le défini et l'indéfini chez Leibniz, note dont il obtiendra un 17 avec une mention très honorable. Jacques Chevalier est attiré par la philosophie de Bergson qui enseigne à ne pas penser tout fait, mais à penser sur mesure grâce aux faits tirés de l'art, de l'expérience personnelle, ainsi que de la nature. D'autre part, Jacques Chevalier est l'un des légataires testamentaires de Bergson pour en défendre sa pensée, voir notamment l'article du Monde en 1954, « Mes écrits, mes ennemis ». C'est pourquoi il écrira le livre Entretien avec Bergson en 1959. Attiré par l'Angleterre, notamment par les cours de Georges Lyon, Jacques Chevalier part à 21 ans pour 2 ans comme boursier d'études à l'université d'Oxford. Il y étudiera le mouvement d'Oxford, en particulier Newman, et la cristallographie avec le professeur Henry Alexander Mierce. À Oxford, il se lie d'amitié avec un jeune étudiant britannique, Edward Irwin, futur Lord Halifax, vice-roi des Indes. Jacques Chevalier donc collabore à la revue du Père Portal, revue catholique des Églises, sous le nom d'Amicus. Pour une raison un peu personnelle, pas être reconnu notamment, il écrit de nombreux articles de 1903 à 1906, Catholique et protestant, la fin d'une polémique, la crise religieuse en Angleterre, Luther et le luthérianisme chez les paysans du centre. Le Père Portal s'était fixé donc pour objectif, avec Halifax, le père, la réunion des églises anglicanes et romaines. Jacques Chevalier, comme son camarade Maurice Legendre, s'engage pour la cause unioniste face à l'opposition de Pie X. Le pape ne veut pas entendre parler de rapprochement des églises chrétiennes et condamne en cette année 1907 avec l'encyclique Pascendi les modernistes.
Les deux camarades prennent ainsi leur distance vis-à-vis du père Portal. À 23 ans, toujours boursier, Jacques Chevalier entre à la Fondation Thiers. Ce sera pour lui l'occasion de rédiger sa thèse sur les essais sur la formation de la nationalité et les réveils religieux au Pays de Galles, des origines à la fin du VIe siècle. Il est averti donc au même moment qu'un réveil semblable se passe au Pays de Galles, dans la vallée du Sud-Galles, avec notamment comme chef de file Ivan Roberts. Pour Jacques Chevalier, remarque Jean Guiton dans Regard sur la pensée française, ce spectacle fut une expérience religieuse d'un grand prix. À 24 ans, il finit ses articles pour la revue The Mineralogical Magazine. Il y fait part de ses découvertes en cristallographie. Celles-ci font l'objet d'une communication à la Royal Society de Londres et lui inspirent le deuxième chapitre de son livre « L'idée et le réel, le continu et le discontinu ». En 1907, Maurice Legendre et Jacques Chevalier prêtent concours à Lucien Labertonnière, grand prêtre moderniste, crossé d'ailleurs par l'Église, pour son livre « Le catholicisme et la société ». À 26 ans, Jacques Chevalier se retire une année à Sérilly pour finir de rédiger, chez ses grands-parents à Sérilly, sa thèse sur les réveils religieux au Pays de Galles. Jacques Chevalier, un professeur de philosophie. Une belle photo à Grenoble, retrouvée dans les fonds à Sérilly. Nommé à 27 ans professeur de philosophie au lycée de Châteauroux, il a pour élève André Bridoux, auteur des œuvres complètes de Descartes à la Pléiade, Roger Jourdain, Georges Descola, tous trois normaliens de la promotion 1913. Sa volumineuse thèse principale sur la vie religieuse au Pays de Galles est enfin terminée. Sa petite thèse ou thèse complémentaire, qui est plus un travail critique qu'une véritable thèse, a pour sujet l'étude critique sur le dialogue pseudo-platonicien Lakios sur la mort et l'immortalité de l'âme. Par la suite, il présente sa thèse à la Sorbonne, devant un comité d'historiens, de philosophes et de linguistes. C'est l'avis négatif de l'historien Ferdinand Lotte qui l'emporte devant le doyen Alfred Croiset. Car Jacques Chevalier note dans Entretien avec Bergson, il estimait que les textes sur lesquels reposait sa thèse n'étaient pas authentiques. Bergson essaie, en vain, d'influer la décision du doyen. Finalement, en dépit du conseil de Bergson de choisir un sujet plus classique, Jacques Chevalier reprendra le sujet de son mémoire de l'ENS, qu'il adaptera pour sa thèse. 3 ans plus tard, le 17 septembre 1914, Jacques Chevalier, devant la faculté des lettres de Lyon, obtiendra enfin son doctorat ès-lettres, grade le plus élevé de l'université, avec mention très honorable. En 1912, Jacques Chevalier est nommé professeur de philosophie au lycée Ampère à Lyon. Après son mariage avec Marie-Herminie Desmerciers, tous deux s'installent à Lyon. Parallèlement, il enseigne au lycée du Parc à Lyon en première supérieure. Parmi ses élèves, certains deviendront par la suite des professeurs et garderont une fidélité pour Jacques Chevalier, Léon Husson, André Fugier et André Latreille. Donc un citoyen sérillois. La passion de Jacques Chevalier pour la forêt de Troncey apparaît très tôt. Dès sa plus tendre enfance, il passe ses vacances chez ses grands-parents à Sérilly. Camille Gagnon rapporte dans les Cahiers bourbonnais qu'il y apprend à en goûter les beautés et à en surprendre les secrets. Donc pour célébrer le philosophe écrivain de la forêt, un chêne de Troncey lui a été dédié en 1931. Malheureusement, la tempête de 92 l'a sérieusement endommagé. Enfin, Jacques Chevalier a participé en 1954 à la création des Amis de la forêt de Troncey, dont il sera plus tard président honoraire. Maintenant, j'ai passé la parole à Victor, qui va vous parler de la guerre 14-18. Donc, Jacques Chevalier reçoit un ordre d'appel pour les services auxiliaires à Châteauroux, dans le 90e régiment d'infanterie, le 25 mars 1915. Le 2 août de cette même année, il est nommé interprète auprès de l'armée britannique au sein de l'état-major de la 5e armée anglaise. Le 20 septembre 1917, il est appelé pour reprendre son poste à Lyon comme professeur des lycées. Maintenant, on va aborder le groupe de travail en commun. Donc, Jacques Chevalier est le fondateur du groupe de travail en commun qu'il lance en 1921 avec quelques élèves et amis fidèles. Donc, c'est une communauté d'esprit et de méthode où chacun envoie aux autres membres, donc des documents polycopiés, et ainsi fait part aux autres de ses préoccupations intellectuelles. Il n'y aura que 3 rencontres, 2 en forêt de Troncey et la 3e en 1931 à la Ruchère en Chartreuse. Les membres du groupe entretiendront des relations étroites.
Donc le premier secrétaire fut Léon Husson, auquel succédera en 1924 Jean Guiton, que l'on peut voir ici, sur la gauche. Donc plusieurs de ses membres, dont Jacques Chevalier, Jean Guiton et Emmanuel Mounier, ont l'idée de fonder une nouvelle revue de philosophie qui prendrait ses distances avec la revue de métaphysique et de morale de Léon Brunswick. C'est Emmanuel Mounier qui, le premier, met cette idée à exécution en créant la revue Esprit. Les deux philosophes, Jean Guiton et Jacques Chevalier, s'opposeront à la dimension révolutionnaire de la revue, après avoir adhéré à l'exigence intellectuelle et politique d'Esprit à ses débuts. La faculté des lettres de Grenoble. À 38 ans, Jacques Chevalier devient professeur de philosophie à la faculté des lettres de Grenoble. Cette même année, il est élu à l'Académie Delphinale. Ce qu'il fait à Grenoble est particulièrement remarquable. Henri Bordeaux, romancier français, dira en 1939 aux Nouvelles littéraires « Il a réussi à faire de sa petite chaire de faculté locale une chaire mondiale ». Il est élu ensuite doyen de cette faculté à partir de 1931, puis réélu successivement jusqu'à sa mise en retraite en 1944 à l'âge de 62 ans. En 1936, il est nommé alors vice-président du conseil de l'Université de Grenoble, où il exercera à diverses reprises la fonction de recteur de cette faculté. À travers l'Europe, nombreuses seront les universités qui feront appel à lui comme professeur d'échange ou pour participer à un congrès. Jacques Chevalier avoue dans son testament spirituel « Je me suis toujours mieux traduit à l'enseignement oral que par le livre ». Et donc, il se distingue donc par sa grande éloquence, et c'est pourquoi, comme vous l'avez dit, il aurait été sollicité pour fonder à Porto Alegre, au Brésil, une université conforme à son esprit, mais malheureusement, cela n'aboutira pas. Donc Jean Guiton est l'élève de Jacques Chevalier à Grenoble en 1922, tandis qu'il est en convalescence à la Tronche, au domicile de son maître. Il suit ses cours et l'aide à rédiger son mémoire sur l'idée de signe chez Berkeley. À 40 ans, le philosophe sérirois est élu correspondant en philosophie de l'Académie des sciences morales et politiques. Son rôle est de seconder l'Académie dans ses travaux, mais il n'en est pas pour autant membre. À plusieurs reprises, Jacques Chevalier se présentera sans succès à l'Académie française. Il fait aussi acte de candidature au Collège de France en 1931, mais échoue à une voix près au profit de l'éminent sociologue et anthropologue Marcel Mauss. Maintenant, on va aborder la période de la guerre. Donc là, on peut voir Claude Blanc, qui était avec lui donc, à Vichy. Donc, l'année 1940 marque un tournant dans sa vie à tout point de vue. Sa fille, Thérèse, meurt d'une tuberculose. Il tombe par la suite gravement malade et est opéré du foie en avril à la clinique Sainte-Anne de Lyon. Écoutons maintenant le philosophe nous parler de sa nomination à Vichy dans les entretiens avec Bergson. Tandis que j'étais en convalescence à Sérilly, je fus appelé à prendre la tâche de secrétaire général à l'instruction publique. Je ne pouvais m'y dérober. Bergson le comprit fort bien, et dès ma nomination, qui fut connue le 13 septembre 1940, il m'écrivit une lettre pleine d'affection pour me féliciter et me remercier d'avoir accepté. Le 4 janvier 1941, Bergson meurt d'une congestion pulmonaire. Jacques Chevalier adresse alors un télégramme officiel à Madame Bergson et envoie Louis Lavelle le représenter à son domicile, boulevard Beauséjour, pour la levée du corps. Par ailleurs, il prononce à l'agent Savas une allocution radiodiffusée afin de faire connaître cette triste nouvelle à la presse. Le 11 janvier, Le Figaro publie un long article de Jacques Chevalier sur Bergson, dans lequel il évoque ses souvenirs personnels. Jacques Chevalier fut violemment attaqué par la presse à cause de ses hommages à Bergson. Nombreux seront ceux qui, à Vichy, lui reprocheront d'avoir écrit dans son Descartes de vouloir libérer la pensée française du joug de la pensée allemande qui l'a trop longtemps asservie. Il restera donc 72 jours secrétaire d'État de l'instruction publique à Vichy. Mais cette courte période justifie-t-elle de juger un homme qui a vécu 80 ans ? En tout, son passage au gouvernement de Vichy aura duré 11 mois, de septembre 1940 à août 1941. Il doit démissionner en raison d'une fatigue extrême et de son incapacité à continuer d'exercer la fonction de secrétaire d'État à la famille et à la santé. Deux actions principales ont marqué les esprits, les devoirs envers Dieu et les accords secrets franco-britanniques. Les accords en question permettent d'éviter une guerre contre les Anglais et de ne rien entreprendre contre les Alliés.
Ce n'est qu'en 1942 qu'il reprend sa place de professeur à l'université de Grenoble. Il venait d'être réélu à l'unanimité doyen en 1940. Arrêté par surprise chez lui le 25 juin 1944 à Sérilly, il est transféré au camp de la forêt de Troncé. Il obtient par la suite une mesure de liberté provisoire le 7 novembre 1945 et jusqu'à ce que se tienne son procès le 11 mars 1946, où il est alors condamné à 20 ans de travaux forcés ainsi qu'à la confiscation de la moitié de ses biens et sera ensuite emprisonné à la maison d'arrêt de Fresnes. Une liberté conditionnelle lui est accordée le 8 mars 1947. Il sera alors gracié par décret présidentiel le 7 août 1947. L'après-guerre. Donc Jacques Chevalier avec sa femme, Marie-Herminie. Donc Jacques Chevalier consacre les 15 dernières années de sa vie à rédiger son œuvre majeure, l'Histoire de la pensée. Ce travail est le fruit d'un demi-siècle de méditation, de lecture et d'enseignement. Les épreuves de l'après-guerre le décideront à entreprendre la rédaction de ce monumental ouvrage. Dans les camps à Troncé, il écrit en grec, pour être sûr de n'être compris par personne. Il écrit alors donc une esquisse de l'histoire de la pensée, sans notes, ni livres, ni documents. À sa libération, il révise complètement son texte et l'enrichit de notes et d'appendices avec l'aide de la bibliothèque de Versailles. Ce livre a pour titre « Une histoire de la pensée » et non de la philosophie, car l'auteur a cherché à montrer le pouvoir qu'a l'homme de peser en quelque sorte l'univers, en faisant effort pour y retrouver, derrière les concepts humains, les idées divines. Il fait sienne la phrase de Platon dans les Lois, chapitre 4. « Ce n'est pas l'homme, c'est bien plutôt Dieu qui est la mesure de toute chose. » Sa femme, Marie-Herminie, meurt le 19 avril 1961 à Paris, dans leur appartement rue Pierre-Leroux dans le 7e arrondissement. Jacques Chevalier décède un an plus tard, le même jour et à la même heure que son épouse, le 19 avril 1962. Son enterrement a lieu le 21 avril 1962 au cimetière de Sérilly. À cette occasion, le prince Xavier de Bourbon, le colonel Rougier, Camille Gagnon et Léon Husson font chacun un discours en hommage à Jacques Chevalier. En 1882, Jean Guiton donne une conférence à Montluçon à l'occasion du centenaire de la naissance de Jacques Chevalier. Et la même année, Bernard Trapp en prononce une à Moulins. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que Jacques Chevalier a rédigé une œuvre importante qui compte une 60aine d'ouvrages, des articles dans un certain nombre de revues, et son œuvre maîtresse reste incontestablement ses leçons de philosophie et son histoire de la pensée. Donc voilà un court aperçu de sa vie qui, nous l'espérons, vous invitera à découvrir ou à redécouvrir la richesse de l'œuvre de Jacques Chevalier.